Cette vidéo présente des propositions de mesures pour une Europe réorganisée et modernisée. Certains candidats à l'élection présidentielle de 2017 parlent très peu de l'Europe, d'autres considèrent qu'il va falloir organiser un référendum pour que les Français se prononcent sur une éventuelle sortie de la zone euro et de l'Union européenne. Cette vidéo fait suite à des constats sur les organisations, les institutions et le budget de l'Europe, présentés dans la chaîne France 2017-2021, économie-environnement. Et bien sûr, cette vidéo s'insère dans le cadre du meilleur programme économique et environnemental trouvé avec la méthode M2P3 et présenté dans la vidéo 2 d'une manière générale. Tout d'abord, il convient de souligner qu'il est de l'intérêt de la France et des Français de se maintenir dans une Europe, c'est-à-dire l'Union européenne et la zone euro, mais réorganisée et modernisée. Il y a un malaise en ce qui concerne l'Europe. Vous en avez entendu parler, vous le connaissez. Il y a des pays qui sont très proches de sortir de l'Union européenne et de la zone euro, sans parler du Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne, ou du moins qui est en train de sortir de l'Union européenne. Il faudrait que des efforts soient faits pour que l'Europe soit réorganisée et modernisée. Nous faisons des propositions très simples, mais peut-être difficiles à mettre en œuvre, il est vrai. Propositions de réorganisation, sur lesquelles nous allons revenir. Propositions de modernisation des institutions, sur lesquelles nous allons revenir dans cette vidéo aussi. Alors tout d'abord, une simplification des organisations européennes. Peut-être que vous vous rappelez l'imbroglio des organisations européennes actuelles, présenté dans la vidéo 2.2.1 de la chaîne France 2017-2021 Économie-Environnement. Imbroglio entre la zone euro, l'Union européenne, l'espace Schengen, mais aussi l'espace économique européen. Ici est proposée une structure emboîtée, avec comme noyau la Confédération européenne, une Confédération européenne qui pourrait être définie avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, mais peut-être un ou deux autres pays. Cette Confédération européenne ferait partie de la nouvelle Union européenne, qui serait une zone euro et une zone de libre circulation, nouvelle Union européenne à laquelle appartiendraient des pays tels que l'Autriche, le Danemark, la Lituanie, je pioche au hasard, la Slovaquie, la Slovénie, et l'Union européenne nouvelle ferait partie d'une association des pays européens qui serait une zone commerciale à laquelle appartiendraient la Bulgarie, la Croatie, etc., le Liechtenstein, la Roumanie, tiens, mais aussi le Royaume-Uni. Donc cela veut dire qu'avec une organisation comme ceci, les pays pourraient passer d'une structure à une autre, d'une organisation à une autre, je préfère dire, et le Royaume-Uni, qui était dans l'Union européenne, resterait dans l'association des pays européens. Encore faudrait-il qu'il accepte, hein, bien sûr, qui est une zone commerciale. Mais vous allez me dire, ah, mais attendez, dans la structure actuelle, il aurait pu, le Royaume-Uni, rester dans l'espace économique européen. Certes. Tout d'abord, la Confédération européenne, reprenons, elle serait constituée de pays qui ont des cultures et des niveaux de vie semblables, qui leur permettraient d'harmoniser leurs modèles sociaux, environnementaux et fiscaux, car ils pourraient avoir des objectifs économiques communs, des objectifs environnementaux et sociaux communs. Bien sûr, il ferait partie de la nouvelle Union européenne. La nouvelle Union européenne, zone de libre circulation, elle pourrait être constituée des pays européens qui utiliseraient bien sûr l'euro, qui accepteraient la libre circulation des personnes et des biens entre les pays de cette union, et l'Union européenne devrait avoir un parlement et un gouvernement chargés des affaires économiques et financières. Nous avons indiqué dans l'introduction de la chaîne France 2017-2021 Économie-Environnement que nous prendrions des sujets, exemples, et que nous ne pourrions pas traiter tous les sujets.
Donc ici, les travailleurs détachés. Donc tout un chacun sait que les travailleurs détachés sont des salariés que des employeurs mettent à la disposition d'autres entreprises sous l'autorité desquelles ils exécutent des travaux. Certes, ils étaient plus de 350 000 en 2016. Ils viennent de Pologne, de Roumanie, du Portugal, d'Espagne, etc. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'un Français qui perçoit net 2 000 euros revient à 3 500 euros à son employeur, avec les charges sociales. Mais un travailleur détaché qui perçoit net 2 000 euros revient à son employeur à 2 800 euros, soit un gain net de 700 euros, ce qui est considérable. La plupart des travailleurs détachés, de plus, perçoivent le SMIC et parfois moins. Et avouons-le, certains ne sont même pas déclarés. De nombreux travailleurs détachés travaillent plus que le nombre d'heures fixé par la législation du travail française et ne respectent pas cette législation. Donc il y a problème. En ce qui concerne les charges sociales des travailleurs détachés, elles sont payées aux administrations sociales de leur pays d'origine et non à la sécurité sociale française. Ça veut dire en clair que une entreprise emploie pour un chantier un travailleur détaché, elle paye et les cotisations qu'elle paye partent à l'étranger. Bon. Ceci aurait engendré un manque à gagner pour la sécurité sociale de 340 millions d'euros en 2014. Je n'ai pas le chiffre pour 2016, je pense qu'il doit être supérieur, aux alentours de 400-500 millions d'euros. La concurrence déloyale des travailleurs détachés met en difficulté de nombreuses entreprises françaises et détruit des emplois dans quasiment tous les domaines, depuis le transport, le bâtiment jusqu'à la restauration. Il conviendrait donc de réduire très rapidement cette concurrence en imposant que les travailleurs détachés respectent les lois françaises, durée du travail hebdomadaire, salaire minimum, et que les charges sociales des travailleurs détachés soient versées à la sécurité sociale française. Quelques mots au sujet des frontières de la nouvelle Union européenne. Certes, elles devraient être mieux protégées que les frontières de l'espace Schengen. Actuellement, vous savez peut-être qu'il y a une agence, le Frontex, agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, qui, avec une police des frontières, est chargée d'appliquer les décisions prises par les États membres de l'espace Schengen. Bon. Dans le cadre de la nouvelle Union européenne, il conviendrait bien sûr que cette police des frontières dispose de plus de moyens. Et de toute façon, actuellement, c'est assez incompréhensible. On va payer à la Turquie entre 3 et 5 milliards, peut-être plus, de façon à ce que des immigrés soient sélectionnés en Turquie et ne passent pas les frontières de l'espace Schengen. Ne serait-il pas préférable de doter la police des frontières de l'espace Schengen de moyens suffisants? L'association des pays européens, nous avons déjà dit que ce serait une zone commerciale. Elle pourrait être constituée avec des pays européens qui accepteraient des relations commerciales privilégiées entre eux. On parle beaucoup de relations commerciales dans le monde actuellement avec tout ce qui se passe, protection, etc., en ce qui concerne les États-Unis, mais aussi d'autres pays européens. N'accepter un nouveau pays dans une organisation européenne que si tous les peuples, et non pas les chefs de gouvernement, de cette organisation donnent leur accord par référendum. Donc actuellement, un pays qui ne fait pas partie d'une organisation européenne en fait la demande. Cela dure plusieurs années. Un pays qui est donc dans une situation d'attente de rentrer dans une organisation européenne. Et si cette demande est acceptée actuellement par les chefs de gouvernement, et il faudrait changer, je répète, il faudrait que ce soit les peuples qui acceptent ou pas par référendum, le pays rentre dans l'organisation européenne. Il conviendrait de simplifier la procédure de sortie d'un pays d'une organisation européenne, actuellement définie par l'article 50 du traité de Lisbonne du 1er décembre 2009, et nous voyons bien avec le Brexit, la sortie du Royaume-Uni, que cette procédure est très lourde.
Bon, en particulier parce qu'il y a eu des conventions passées entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, conventions qui, paraît-il, sont mentionnées dans un livre de 84 000 pages. Bon, donc, sortir d'une Union européenne, c'est être d'abord dans une situation de sortie, ce qui est le cas actuellement du Royaume-Uni, je répète, et après, ne plus faire partie de l'organisation européenne. Ne pas vouloir étendre l'Europe démesurément. Grossir, 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 oui, mais on irrite nos voisins, il faut bien le dire, la Russie, à l'Est en particulier. On risque l'explosion, et cette explosion, elle est latente avec aujourd'hui le Brexit, demain peut-être un autre pays qui va voter la sortie de l'Union européenne. Ce n'est peut-être pas la perspective la plus réjouissante de l'Europe, et donc accroître sans fin les frontières de l'Europe n'est peut-être pas une bonne solution. Les principales institutions européennes, nous les avons évoquées et présentées dans la vidéo 2.2.1 de la chaîne France 2017-2021 Économie et Environnement. Elles sont ici. Il faudrait peut-être réduire leur pouvoir, les budgets et donc le personnel de certaines institutions européennes. Donc faire en sorte que ces institutions conviendrait très certainement de réduire les pouvoirs de la Commission européenne et même son mode de domination. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Commission européenne porte atteinte parfois à la souveraineté des pays de l'Union européenne. Donc, nous avons présenté les principales institutions, comme on l'a dit dans la vidéo 2.2.1 de la chaîne France 2017-2021 Économie et Environnement. Nous ne rappelons pas ici leur utilité. On va simplement souligner que la Commission européenne devrait être élue et non pas actuellement nommée, et que la Commission européenne devrait proposer et mieux coopérer avec le Parlement européen, avec le Conseil de l'Union européenne pour les lois et le budget. Alors réduire le pouvoir des institutions européennes, il faut rappeler que les lois décidées par les institutions européennes ne devraient pas être imposées à tous les pays, ou du moins aux pays. Pourquoi? Parce que les pays perdent leur souveraineté nationale. On va prendre des exemples tout très simples. Quand la Commission européenne décide des lois dans des domaines très étonnants, tels que la courbure des bananes, tels que les épaisseurs des matelas, est-ce que c'est d'une utilité? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Ce ne sont que des exemples. Des exemples, je dirais presque médiatiques. Mais il y a plein d'autres exemples où la Commission européenne, disons, abuse de son pouvoir. Nous avons mentionné dans la vidéo 2.2.1 de la chaîne France 2017-2021 Économie et Environnement que l'Union européenne emploie 56 000 fonctionnaires et agents assimilés, dont 32 900 qui sont employés par la Commission européenne. En cette période de restrictions budgétaires, il serait souhaitable que ce nombre de fonctionnaires soit réduit d'environ 30% d'ici 2018. Réduire les salaires des fonctionnaires des institutions de l'Union européenne d'environ 30% d'ici 2018. Nous avons déjà indiqué les salaires qui sont indiqués dans cette diapo dans la vidéo 2.2.1 de la chaîne France 2017-2021 Économie et Environnement. En ce qui concerne les salaires les plus élevés, c'est-à-dire 16 000 € par mois, 192 000 € par an, inutile d'épiloguer. Les administrations publiques, dont les États européens, devraient pouvoir emprunter directement à la Banque centrale européenne. Donc il conviendrait que ceci soit possible, et non pas que les administrations publiques européennes soient obligées d'emprunter aux banques qui, elles, se refinancent auprès de la BCE. En conclusion, nous avons indiqué ce que pourrait être une réorganisation et une modernisation de l'Europe, avec quelques exemples, je dirais, mais si elle n'était pas mise en œuvre très rapidement, l'Europe
continuerait à ne pas atteindre ses objectifs, c'est-à-dire à décevoir des peuples, et donc certains peuples seraient tentés de vouloir quitter l'Union européenne, voire même la zone euro. En ce qui concerne la France, si cette réorganisation et cette modernisation n'étaient pas réalisées, il serait alors légitime que le peuple français soit consulté par référendum d'ici 2 ou 3 ans, afin que la France puisse se déterminer sur un maintien ou non dans l'Union européenne et dans la zone euro actuelle. Mais attention, le peuple français devrait alors être informé clairement des risques économiques et financiers que pourrait engendrer une sortie de ces organisations, risques que nous avons simulés avec les programmes PR6 et PR8 présentés dans ma chaîne présidentielle 2017, classement de programme. Les propositions de mesures concernant l'Europe, présentées dans cette vidéo, et d'autres mesures, sont détaillées dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.